Laurie Halloway se tenait au centre du saloon poussiéreux. Sa robe de mariée était tachée par la boue d'une ville qu'il avait déjà abandonnée. Pour les spectateurs, ce n'était pas une mariée, c'était un paiement de dette. Et l'homme face à elle, Colt Mercer, était un sauvage, un reclus qui sentait la résine de pain et la vieille poudre à canon. Sa barbe cachait la moitié de son visage, et ses yeux cachaient le reste. La ville a ri quand elle a pris sa main colleuse. Ils chuchotaient qu'elle marchait vers une vie de misère dans une cabane de montagne. Ils avaient tort. Ils ne savaient pas que la saleté sur les bottes de Colt Mercer était la seule chose humble chez lui. Ils ne savaient pas qu'elle n'allait pas dans une cabane. Elle marchait vers un empire. L'année était 1884. La ville de Dust Creek, dans le Wyoming, portait bien son nom. C'était un endroit où l'espoir s'asséchait plus vite que les litres des ruisseaux en août. Pour Laurie Halloway, l'espoir était une chose fragile depuis des années. Depuis que son père, l'ancien juge Halloway, avait troqué son marteau pour une bouteille de whisky. Le soleil tapait sans relâche sur le porche en bois du magasin général. C'est là que l'enchère improvisée avait lieu. Ce n'était pas officiellement une enchère, ce serait illégal. Même dans l'étendue sans loi du territoire, c'était une transaction tout de même. Les dettes de jeu du juge envers le propriétaire du saloon local avaient atteint un point de rupture. C'était un homme graisseux nommé Preston Gentry. Gentry ne voulait plus d'argent. Il voulait la fille du juge. Il voulait le prestige de briser une femme de la haute société. Laurie se tenait rigide, sa colonne vertébrale comme une tige d'acier, malgré le tremblement de ses mains. Elle portait la vieille robe en dentelle de sa mère, jaunie par l'âge. Un contraste frappant avec le bois brut de la devanture. La dette est de 5 000 $, juge, ricana Gentry. Il accrocha ses pouces à ses bretelles. C'était un homme qui portait des costumes trop propres pour l'environnement. Cela signalait une richesse provenant du vol des mineurs et de la triche aux cartes. Vous ne pouvez pas payer, alors Laurie m'épouse et on efface l'ardoise. Elle vivra confortablement au-dessus du saloon. Mieux qu'elle ne vit maintenant. La foule murmura. Ils connaissaient Laurie. C'était l'institutrice de la ville. Une femme de grâce qui gardait la tête haute même quand ses chaussures avaient des trous. La voir mariée à Gentry était une tragédie. Mais dans l'Ouest, la tragédie n'était qu'un mardi comme les autres. « Je ne le ferai pas », chuchota Laurie, bien que sa voix portât. « Je travaillerai, je rembourserai chaque centime. Tu seras morte avant de payer les intérêts, ma fille. » Gentry rit. « C'est moi ou la rue, à moins que... Il regarda la foule rassemblée de mineurs, de vagabonds et de fermiers épuisés. « À moins que quelqu'un d'autre ne veuille couvrir l'ardoise du juge maintenant. » En espèces, le silence s'étendit sur la rue. 5 000 $, c'était une fortune. C'était assez pour acheter un immense ranch ou une flotte de diligence. Personne à Dust Creek n'avait ce genre de monnaie, sauf peut-être l'étranger qui venait d'arriver sur un énorme étalon noir. Il resta monté au bord de la foule, une ombre paysanne imposante contre l'éclat de midi. Il portait un manteau en fourrure d'ours malgré la chaleur, et un chapeau abîmé tiré bas. Un fusil était gainé de cuir à son côté, et un lourd couteau Bowie reposait sur sa hanche. Il ressemblait à la montagne elle-même. Sauvage, indompté et dangereux, je paierai. La voix était un grondement sourd, comme un tonnerre lointain roulant sur les plaines. La foule s'écarta alors que l'étranger descendait de cheval. Il était immense, dépassant Gentry d'une tête. Alors qu'il s'avançait, les éperons de ses bottes tintaient avec un son sourd et lourd. Il s'arrêta devant le juge et Laurie. Il ne regarda pas Gentry. Ses yeux, couleur d'acier froid, étaient fixés uniquement sur Laurie. Colt Mercer, chuchota quelqu'un au fond. C'est l'ermite des hauts sommets. On dit qu'il mange de la viande crue et parle au loup. Le cœur de Laurie martelait contre ses côtes. Cet homme avait l'air terrifiant. Sa barbe était épaisse et négligée. Ses vêtements tachés de terre et de sang. Il ressemblait à une bête. « Vous avez 5 000 $, l'homme des montagnes? » Gentry se moqua, s'interposant entre Colt et Laurie. « Je n'accepte pas les peaux de castor. » Colt ne dit pas un mot. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit un lourd sac en toile. Il le jeta sur le tonneau qui servait de bloc d'enchère. Il atterrit avec un bruit métallique lourd qui fit taire les rires instantanément. Gentry fronça les sourcils en ouvrant le sac. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas de la poussière d'or, c'était des pièces d'or double aigle frappées. « La dette est payée », dit Colt, sa voix plate. Il tourna son regard vers Laurie. « Fais tes bagages, nous partons dans l'heure. »
Laurie sentit le sang quitter son visage. Elle regarda son père qui pleurait silencieusement. Il serrait une bouteille, trop honteux pour croiser son regard. Elle regarda Gentry, qui fixait l'or avec une fureur avide. Puis elle regarda Colt Mercer. Pourquoi demanda-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi feriez-vous cela? Colt la toisa, son expression illisible. J'ai besoin d'une femme. Tu as besoin d'une issue. C'est une transaction. C'était la proposition la plus froide qu'elle ait jamais entendue. Mais en regardant le visage ricanant de Gentry, Laurie réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Elle échangeait un serpent contre un ours. J'accepte, dit-elle doucement. La ville halta. Laurie Holloway, le joyau de Dust Creek, partait dans les montagnes avec la bête. Le voyage commença en silence et se termina dans l'épuisement. Laurie avait emballé ses maigres affaires. Quelques livres, 2 robes et un médaillon avec la photo de sa mère dans un sac de tapis usé. Colt l'attacha à son cheval sans un mot. Puis il souleva Laurie sans effort sur la selle avant de monter derrière elle. Être si près de lui était accablant. Il sentait la fumée de bois, le cheval et quelque chose de piquant comme des aiguilles de pain. Sa poitrine était un mur solide contre son dos, et ses bras, alors qu'il tenait les rênes, étaient épais de muscles. Il ne lui parlait pas. Il n'essayait pas de la réconforter. Il dirigeait simplement le cheval loin de la ville, vers les pics déchiquetés des tétons qui se dressaient au loin. Ils chevauchèrent pendant 3 jours. Le terrain passa de la poussière de la vallée au contrefort verdoyant, et enfin au sentier rocheux et traître des hautes montagnes. L'air devint rare et froid. Laurie, frissonnant dans sa robe fine, essaya de serrer son châle plus fort. Mais le vent le traversait. Sans arrêter le cheval, Colt déboutonna son lourd manteau en fourrure d'ours. Il bougea, le retirant d'une épaule. Il drapa le poids massif et lourd autour d'elle. « Porte-le, grogna-t-il. « Mais tu auras froid, protesta Laurie, surprise par le geste. « Je n'ai pas froid, dit-il simplement. C'était le plus long discours qu'il ait tenu en 24 heures. Laurie serra le manteau. Il était incroyablement chaud, retenant sa chaleur corporelle. Pendant un instant, elle ressentit un étrange sentiment de sécurité, cocooné dans son odeur. Mais elle le chassa rapidement. Cet homme l'avait achetée. Elle était une propriété. La deuxième nuit, ils campèrent près d'une cascade rugissante. Colt alluma un petit feu avec une efficacité rodée. Il attrapa une truite dans le ruisseau à main nue. Une démonstration de vitesse et de réflexe qui fit sursauter Laurie. Il la fit cuire sur les flammes. Il lui tendit la meilleure portion enveloppée dans une grande feuille. « Mange, ordonna-t-il. « Merci, Monsieur Mercer, dit-elle, essayant de garder ses manières. « Colt, corrigea-t-il. Monsieur Mercer était mon père, et c'était un homme pire que moi. » Laurie s'arrêta, picorant le poisson. « Tu as une famille, dit-elle en fixant le feu. Les flammes dansaient dans ses yeux d'acier. Elle révélait une lueur de quelque chose d'ancien et de douloureux. Ici, la survie est la seule famille à qui compte. « Est-ce pour cela que tu m'as acheté? » demanda Laurie, enhardie par l'obscurité. « Pour la survie? Pour cuisiner et nettoyer dans ta cabane? » Colt la regarda. Pour la première fois, elle vit son visage clairement à la lumière du feu. Sous la barbe et la crasse, sa structure osseuse était nette, aristocratique. Il y avait même une intelligence dans son regard qui ne correspondait pas à la brute qu'il projetait. « Je t'ai acheté, Laurie, parce que Gentry t'aurait brisé, dit Colt doucement. Et je n'aime pas voir des choses sauvages mises en cage. Mais tu m'emmènes dans une cage, répliqua-t-elle. Une cabane au milieu de nulle part. Une cage à des barreaux, dit Colt en se levant pour éteindre le feu avec de la terre. Là où nous allons, il n'y a pas de mur, seulement le ciel. Dors un peu. Demain est l'ascension la plus difficile. Le lendemain lui donna raison. Le sentier disparut entièrement. Ils naviguèrent sur des crêtes étroites avec des chutes de 1000 pieds. Le vent hurlait comme une banshee. Laurie dut s'accrocher à la table de Colt pour ne pas tomber. Elle enfouit son visage dans sa chemise en flanelle. Elle s'attendait à une cabane. Elle imaginait un abri fait de rondins pourris avec un sol en terre battue et des trous dans les murs où la neige s'infiltrerait. Elle se prépara à une vie à transporter de l'eau d'un ruisseau gelé et à écorcher des lapins. Alors qu'il franchissait le dernier pic enveloppé de brume, le soleil commença à se coucher. Il peignait le ciel de nuances violentes de violet et d'orange. « Nous sommes arrivés, » dit Colt en arrêtant le cheval. Laurie ouvrit les yeux, l'effroi s'accumulant dans son estomac.
Elle regarda la vallée cachée en contrebas. Son souffle se coupa. Elle cligna des yeux, sûre que l'altitude la faisait halluciner. Nichée dans une vallée verdoyante qui semblait protégée des vents violents par les pics environnants, se trouvait une maison. Mais ce n'était pas une cabane. C'était un manoir. C'était une structure tentaculaire de 3 étages construite en bois sombre poli et en pierre de rivière. Des fenêtres en verre, d'immenses carreaux coûteux impossibles à transporter, scintillant au coucher du soleil. Il y avait des porches tout autour, des jardins entretenus où la vapeur s'élevait de sources chaudes naturelles, et une écurie plus grande que tout le magasin général de Dust Creek. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Balbutia Laurie. La maison, dit Colt. Il poussa le cheval sur le sentier sinueux vers le domaine. En approchant, Laurie vit des hommes travailler dans la cour. Des hommes qui ne ressemblaient pas à des bandits, mais à des jardiniers en uniforme. Ils s'arrêtèrent et soulevèrent leurs chapeaux au passage de Colt. « Bonsoir, Monsieur Mercer », lança l'un d'eux. Colt hocha la tête. Il arrêta le cheval devant les grandes doubles portes. Il sauta à terre et tendit les bras pour aider Laurie. Elle glissa du cheval, les jambes flageolantes, l'esprit vacillant. Elle regarda la sculpture complexe sur la porte, puis l'homme barbu et sale qui venait de payer 5 000 $ pour elle. « Tu n'es pas un homme des montagnes », chuchota-t-elle. Colt eut un sourire en coin, l'expression fissurant le masque de la brute. « Je suis un homme, je vis sur une montagne. Le reste n'est que détail. » Les portes s'ouvrirent. Un majordome âgé en costume impeccable sortit. « Bon retour, monsieur », dit le majordome, sans sourciller devant l'apparence crasseuse de Colt. « Et voici sans doute la nouvelle maîtresse. »« Préparez le bain, Higgins, » dit Colt en le dépassant pour entrer dans le hall. Ses bottes boueuses claquaient sur les sols en marbre. « Et brûler ses vêtements. J'ai une femme à impressionner. » Laurie resta sur le seuil, fixant le lustre en cristal suspendu au-dessus d'elle. Le rebondissement n'était pas seulement qu'il était riche. C'était la réalisation que l'homme qu'elle croyait sauvage était peut-être l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. Mais pourquoi le cacher? Et pourquoi elle? L'intérieur du domaine Mercer était un musée de trésors. Alors que Laurie marchait dans les couloirs, guidée par une servante nommée Sarah, elle vit des tapisseries de France, des vases ming de chêne et des fusils montés sur les murs, gravés de filigrane d'or. Elle fut conduite à une suite principale plus grande que toute la maison de son père. Une baignoire en cuivre fumante l'attendait, parfumée à la lavande. « Monsieur Mercer a ordonné que l'eau soit montée des sources thermales, madame, » dit Sarah en disposant une robe de soie. « Il pensait que vous auriez des courbatures après le trajet. » Laurie se baigna dans un état second, frottant la poussière de la piste de sa peau. Quand elle émergea, elle y trouva une armoire remplie de robes, soie, satin, velours dans des bordeaux profonds et des bleus. C'était la dernière mode de la côte Est, bien au-delà de tout ce qui était disponible dans le territoire. « À qui appartenait-elle » demanda Laurie en passant sa main sur un corsage en velours. « À personne, madame, » répondit Sarah. « Monsieur Mercer les a commandés il y a des mois. Il a dit qu'il attendait quelqu'un qui pourrait les remplir. » Laurie se figea. « Il y a des mois. » Mais il ne l'avait acheté qu'il y a 3 jours sur un coup de tête. Ou du moins le pensait-elle. Vêtue d'une robe bleu nuit qui lui allait parfaitement, Laurie descendit le grand escalier pour le dîner. La salle à manger était éclairée par des candélabres. La table était dressée pour 2 avec de l'argent et du cristal. En bout de table était assis un étranger. Il se leva quand elle entra. Il était rasé de près maintenant. Sa mâchoire était carrée et forte, sa peau bronzée mais propre. Ses cheveux, sombres et épais, étaient peignés en arrière. Il portait un costume noir sur mesure qui soulignait la largeur de ses épaules. C'était Colt, mais l'homme des montagnes avait disparu. À sa place se trouvait un magnat. « Laurie, dit-il, sa voix douce, sans le grognement rauque qu'il utilisait sur la piste. « Tu as l'air adéquate. » Elle se hérissa. « Adéquate? J'ai l'air d'une reine, Monsieur Mercer, et vous avez l'air d'un imposteur. » Colt gloussa, l'invitant à s'asseoir. « Assieds-toi. Je t'en prie. La truite était bonne, mais ce soir nous avons du gibier rôti et un Bordeaux de 1878. » Laurie s'assit, plissant les yeux. « Qui êtes-vous vraiment? Les gens en ville disent que vous êtes un ermite. Un sauvage? »« Je préfère ça, » dit Colt en versant du vin. « Ça éloigne les démarcheurs et les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or. » Laurie regarda la pièce opulente. « Vous avez assez d'or pour paver les rues de Dust Creek. » « C'est vrai, admit Colt.
Mon nom complet est Colton Mercer. Je possède le consortium ferroviaire et minier Mercer. Si tu as pris un train à l'ouest du Mississippi ou dépensé une pièce d'1 dollar, tu as probablement contribué à mes comptes. Lori Haleta. Le consortium Mercer était légendaire. C'était une bête industrielle qui contrôlait la moitié de l'économie du territoire. Le propriétaire était, selon la rumeur, un fantôme impitoyable qui ne montrait jamais son visage dans les salles de conseil. Vous êtes le roi du rail, chuchota-t-elle. Pourquoi vivre dans une grotte? Pourquoi agir comme un barbare? Parce que là-bas, il pointa vers la fenêtre, tout le monde veut quelque chose. Ils veulent mon argent, mon pouvoir ou ma vie. Ici, je suis juste un homme. Et quand je descends en ville en ressemblant à un mendiant, je vois le vrai visage des gens. J'ai vu l'avidité de Gentry. J'ai vu la lâcheté de la ville. Il fit une pause, son regard s'adoucissant. Et j'ai vu ta dignité. Tu m'observais, réalisa Laurie. Depuis longtemps, à voix courte, je t'ai vu enseigner à des enfants qui ne pouvaient pas te payer. Je t'ai vu soigner ton père quand il était trop ivre pour tenir debout. J'ai vu une femme à la volonté de faire piéger dans une ville de rouille. Alors tu m'as acheté comme récompense. Un projet personnel, la voix de Laurie monta. Tu as tout manipulé. Je t'ai sauvé, dit Colt calmement en coupant sa viande. Et en retour, je demande ta compagnie. On se sent seul au sommet du monde, Laurie. Et si je veux partir? Colt arrêta de manger. L'air dans la pièce devint lourd. Il la regarda, et pendant une seconde, le dangereux homme des montagnes perça sous le costume de gentleman. La neige a bloqué le col, dit-il doucement. Personne ne quitte la vallée avant le printemps. Tu es la maîtresse de cette maison, Laurie. Tu as tout ce que tu pourrais désirer, sauf une sortie. Laurie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal. Elle était un oiseau dans une cage dorée, piégée avec un faucon qui prétendait l'aimer. Au cours des semaines suivantes, Laurie explora le manoir. Il était rempli de secrets. Elle trouva une bibliothèque avec des livres sur le droit, l'ingénierie et la philosophie. Elle trouva une salle de télégraphe où Colt communiquait avec son empire. Il envoyait des ordres à San Francisco et New York. Elle trouva aussi une porte verrouillée au 3e étage. Un après-midi, alors que Colt était à la chasse, Laurie essaya la poignée. Verrouillée. Elle s'agenouilla pour regarder par le trou de la serrure. Il faisait sombre, mais elle vit la silhouette d'un berceau, un berceau poussiéreux et inutilisé. « Je n'irais pas là-dedans si j'étais vous », dit une voix derrière elle. Laurie sursauta. C'était Higgins, le majordome. Son visage était grave. « Pourquoi ?» demanda Laurie. « C'était la chambre d'enfant, » chuchota Higgins, « pour le fils que M. Mercer a perdu, et la femme qui est morte en lui donnant naissance. » La main de Laurie alla à sa bouche. « Il était marié il y a 5 ans, » dit Higgins, « avant de construire cet endroit, avant de devenir dur. Il blâme les médecins de la ville pour sa mort. C'est pourquoi il a construit ce sanctuaire. Pour garder la mort dehors. » Laurie regarda de nouveau la porte. Colt ne cachait pas seulement sa richesse. Il cachait son chagrin. Il l'avait amenée ici pas seulement comme épouse, mais comme remplaçante. Un pansement pour une blessure qui n'avait jamais guéri. Cette nuit-là, un blizzard frappa la montagne. Le vent battait les murs de pierre. Laurie était assise près du feu dans la bibliothèque, en train de lire. Colt entra, secouant la neige de son manteau. Il avait l'air épuisé. « Le col est complètement bloqué, dit-il. Nous sommes vraiment coupés du monde maintenant. » Il se servit un verre et s'assit face à elle. Le silence n'était pas hostile, mais il était chargé de non-dits. « J'ai vu la chambre d'enfant, » dit Laurie. Le verre de Colt se figea à mi-chemin de ses lèvres. Ses jointures devinrent blanches. « Je t'ai dit que tu avais accès à toute la maison. Je n'ai pas dit que tu pouvais déterrer les fantômes. »« Je ne suis pas une remplaçante de fantômes, Colt, » dit-elle fermement. « Je suis Laurie. Si nous devons être mari et femme, même seulement de nom, tu dois arrêter de me regarder en la voyant elle. » Colt claqua le verre, le brisant. « Tu crois me connaître? Tu penses que parce que je t'ai acheté une robe et sauvé ton père, tu comprends de ma perte? » Il se leva, la dominant de sa hauteur. « Je t'ai amenée ici parce que tu es forte. Parce que tu as survécu. Elle était douce et le monde l'a dévorée vivante. Je ne laisserai pas cela t'arriver. Est-ce pour cela que tu me gardes prisonnière? » Laurie se leva aussi, croisant son regard. « Pour me protéger ou pour t'empêcher d'être seule? » Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension était électrique, passant de la colère à autre chose.
Colt regarda ses lèvres, puis ses yeux. Il tendit sa main rugueuse, prenant sa joue en coupe. Peut-être les deux, chuchota-t-il. Il se pencha et pour la première fois, Laurie ne se recula pas. Elle ferma les yeux et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Rugueuses, exigeantes et désespérées. Ce n'était pas le baiser d'un gentleman, c'était le baiser d'un homme qui se noyait et avait enfin trouvé une bouée de sauvetage. Mais juste au moment où l'instant s'intensifiait, un bruit sourd et rythmé résonna depuis la porte d'entrée. Quelqu'un martelait le bois lourd. Colt se recula instantanément, sa main allant au revolver glissé dans sa ceinture. « Restez ici. Qui pourrait être dehors dans cette tempête? » demanda Laurie terrifiée. « Personne d'amical, » grogna Colt. Il se dirigea vers le hall, Laurie le suivant à distance. Il ouvrit la porte à la volée. Debout dans la neige tourbillonnante se trouvait un homme enveloppé dans un manteau de bison. Il était flanqué de 3 autres, tenant des fusils Winchester. L'homme devant leva les yeux. Son visage était cicatrisé et tordu dans un sourire. Ce n'était pas Gentry. C'était quelqu'un de bien pire. « Bonjour, mon frère, » dit l'homme. Colt se raidit. « Damon, tu es censé être en prison et tu es censé être mort. » Damon Mercer rit, entrant dans la lumière. « Mais il semble que nous ayons tous les deux un don pour la déception. Tu ne vas pas me présenter la nouvelle mariée? » Laurie recula dans l'ombre. L'histoire venait encore de basculer. Colt ne se cachait pas seulement de la société. Il se cachait de son propre sang. Damon Mercer entra dans le hall, secouant la neige de son manteau comme un chien mouillé. Les 3 hommes derrière lui étaient des tueurs endurcis. Leurs yeux scannaient l'opulence du manoir avec des calculs avides. Ils apportèrent le froid de la tempête à l'intérieur, abaissant instantanément la température de la pièce. « Ferme la porte, Damon, » dit Colt, sa main planant toujours près de sa taille. « Tu laisses sortir la chaleur. »« Toujours pratique, n'est-ce pas, petit frère? » ricana Damon. Il marcha au centre de la pièce, ses bottes laissant des flaques boueuses sur le marbre immaculé. Il regarda Laurie, ses yeux s'attardant avec une intensité troublante. Et voici la remplaçante. Elle est plus jolie que la dernière. Se brise-t-elle aussi facilement? Colt bougea plus vite qu'un homme de sa taille ne le devrait. En 2 enjambées, il était entre Damon et Laurie, sa poitrine se soulevant de rage contenue. « Parle encore d'elle, et je t'enterre dans la congère dehors. » Damon rit, un son sec et rauque. « Détends-toi, Colt. Nous sommes juste ici pour un abri. La tempête nous a surpris sur la crête. Tu ne rejetterais pas ta propre chair et ton sang dans un blizzard, n'est-ce pas? » Colt le fixa un long moment, calculant. Il avait 4 hommes armés dans sa maison. Higgins était vieux. Sarah était terrifiée. Une fusillade ici dans le hall ouvert mettrait Laurie sous le feu croisé. « Higgins, » dit Colt sans quitter son frère des yeux, « emmenez les hommes au dortoir. Donnez-leur des couvertures et du whisky. » « Le dortoir? » cracha l'un des hommes armés. « Cette maison a 20 pièces. On dort ici. »« Vous dormez où je vous dis, ou vous dormez en enfer, » grogna Colt. L'acier dans sa voix était absolu. L'homme armé tressaillit. Damon leva la main. « Le dortoir est très bien, les gars. Allez-y. Je vous rejoindrai. Je veux boire un verre avec mon frère et sa mariée. » Alors que les hommes armés partaient avec un Higgins réticent, l'atmosphère dans le manoir passa de la violence immédiate à une tension suffocante. Colt les conduisit dans le salon. Il versa 3 doigts de whisky dans un verre et le fit glisser sur la table vers Damon. Mais il ne s'en versa pas pour lui-même. Il avait besoin d'avoir les idées claires. Laurie s'assit dans un fauteuil à oreilles, observant les 2 hommes. Ils étaient comme des reflets dans un miroir brisé. Colt était robuste, mais se portait avec une allure noble. Damon était beau d'une manière déchiquetée, mais ses mouvements étaient nerveux, erratiques. « Alors, » dit Damon, posant ses pieds sur un ottoman en velours, « j'ai entendu dire que tu as payé 5 000 en or pour elle. C'est beaucoup d'argent pour une institutrice d'une ville poussiéreuse. » Laurie prit la parole, sa voix stable malgré sa peur. « Il a payé la dette de mon père. Il ne m'a pas acheté. » Damon haussa un sourcil. « C'est ce qu'il te dit? » Colt a toujours aimé se peindre en héros. « Mais dis-moi, chérie, t'a-t-il dit d'où venait cet or? T'a-t-il parlé de la guerre des rails en 79? »« Tais-toi, Damon, » avertit Colt. « Nous avons saboté les lignes rivales, » continua Damon en l'ignorant. « De la dynamite dans les tunnels, des fonctionnaires soudoyés. Colt a tout planifié. J'ai juste allumé les mèches. Mais quand la loi est venue renifler,
Qui est allé en prison? Celui qui tenait les allumettes. Et qui est devenu le magnat respectable? Il pointa son verre vers Colt. Saint Colton. J'ai payé tes frais juridiques, dit Colt entre ses dents serrées. Je t'ai installé dans un ranch quand tu es sorti. Tu l'as perdu au jeu en 1 mois. Je veux ma part, Colt. Damon claqua le verre. Le consortium Mercer. Papa nous l'a laissé à tous les deux. Tu m'as piégé pour que je cède mes droits pendant que je pourrissais dans cette cellule. Je t'ai racheté pour sauver l'entreprise de ton incompétence, rétorqua Colt. Et tu as dépensé cet argent aussi. Je veux revenir, siffla Damon. Je veux un siège au conseil. Je veux la moitié des revenus de la mine de Silver Peak. Et je veux que ce soit signé ce soir. Et si je refuse? Damon sourit, et c'était une expression terrifiante. Alors les gars dans le dortoir pourraient s'agiter. Les accidents arrivent pendant les tempêtes, Colt. Des incendies se déclarent. Les gens tombent dans les escaliers. Il regarda de nouveau Laurie. Des femmes disparaissent. La main de Colt tressaillit vers son arme, mais Laurie se leva soudainement. « J'ai besoin d'air, annonça-t-elle. Les 2 hommes la regardèrent. La fumée ici est étouffante. Je vais à la cuisine aider Sarah avec le café. Elle sortit la tête haute. Dès qu'elle fut hors de vue, elle courut. Elle n'alla pas à la cuisine. Elle alla à la bibliothèque. Elle se souvenait avoir vu des plans sur le bureau de Colt il y a des semaines, les plans du manoir. Elle fouilla frénétiquement dans les papiers, les mains tremblantes. Elle avait besoin de connaître la disposition mieux que Damon. Elle avait besoin d'un avantage. Elle trouva le schéma du 2e étage. Il y avait un couloir de service étroit qui passait derrière les murs des chambres principales. Un passage pour que les domestiques alimentent les feux sans entrer dans les chambres. Fille intelligente, chuchota une voix derrière elle. Laurie se retourna. C'était Higgins. Il tenait un lourd chandelier en laiton. « Les hommes ne sont pas dans le dortoir, madame, » dit Higgins avec urgence. « Ils ont fait demi-tour. Ils coupent les fils télégraphiques sur le toit. C'est un siège. » Le cœur de Laurie battait la chamade. Colt sait. Il gagne du temps. Monsieur Mercer peut manier une arme, mais il ne peut pas gérer 4 hommes et son frère tout en s'inquiétant pour vous, dit Higgins. Vous devez vous cacher. Non, dit Laurie, une froide résolution s'installant sur elle. Elle pensa à l'homme qui l'avait enveloppée dans de la fourrure d'ours pour la garder au chaud. L'homme qui avait construit un manoir pour cacher son chagrin. Je ne me cache pas. Je suis la maîtresse de cette maison et je vais la défendre. Elle regarda Higgins. Où Colt garde-t-il la clé de l'armoire à fusil dans le bureau? Higgins hésita, puis sourit sombrement. Dans le creux du buste de Jules César, Madame. Laurie Halloway avait fini d'être une victime. Si elle devait être la femme d'un homme des montagnes, elle devait apprendre à être une femme des montagnes. Le blizzard hurlait dehors, un mur blanc de fureur qui isolait le domaine Mercer du reste du monde. À l'intérieur, le silence était encore plus fort. Colt était assis en face de Damon, la bouteille de whisky maintenant vide. Ils attendaient. Damon attendait que ses hommes signalent que le périmètre était sécurisé. Colt attendait que Damon fasse une erreur. « Tu sais, » dit Colt doucement, « Laurie n'est pas comme Helena. Tu ne peux pas l'utiliser pour me blesser. » Le visage de Damon s'assombrit à la mention de la première femme de Colt. Helena était douce. Elle était trop bonne pour nous. Tu l'as tuée avec ta froideur bien avant qu'elle ne meure dans ce lit. Je l'aimais, dit Colt, sa voix se brisant. Je l'ai laissé tomber. Mais je l'aimais. L'amour, ricana Damon. L'amour est une faiblesse. Ça te rend lent. Soudain, les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Les conduites de gaz avaient été coupées. Le manoir fut plongé dans l'obscurité, sauf pour les braises mourantes dans la cheminée. C'est l'heure du spectacle, chuchota Damon. Il sortit d'un pistolet de son manteau. Colt renversa la lourde table en chêne, envoyant le cristal s'écraser au sol et plongea derrière juste au moment où Damon tirait. La balle se logea dans le bois avec un bruit sec. « Les gars !» cria Damon. « Venez ici !» Les portes du salon s'ouvrirent à la volée. 2 des hommes armés se précipitèrent. Les éclairs des bouches à feu illuminèrent la pièce sombre comme des lumières stroboscopiques. Colt riposta. Sa visée était juste, même dans le noir. Un homme tomba avec un cri, se tenant la jambe. Colt roula vers l'embrasure de la porte, tirant des coups de suppression. Il devait atteindre l'escalier. Il devait atteindre Laurie. Mais alors qu'il atteignait le couloir, un coup violent le frappa par derrière. Le 3e homme armé était passé par l'entrée de service. La crosse d'un fusil heurta le crâne de Colt et le monde tourna au noir.
Il heurta le sol durement. Il sentit son arme être repoussée d'un coup de pied. Attachez-le. La voix de Damon flottait à travers le bourdonnement dans ses oreilles. Traînez-le à la bibliothèque. Je veux qu'il regarde pendant que je trouve sa femme. Colt lutta, mais ses membres semblaient de plomb. Il fut traîné brutalement dans le couloir et jeté sur une chaise dans la bibliothèque. Des cordes furent attachées autour de sa poitrine et de ses poignets. Damon alluma une lampe à pétrole, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de livres. Il se tenait au-dessus de Colt, jubilant. « Roi du rail » se moqua Damon. « Regarde-toi maintenant. » « Laisse-la tranquille, Damon. » Colt balbutia, du sang coulant sur son front. « L'acte de propriété. L'acte est dans le coffre derrière le tableau. Prends-le. Pars, c'est tout. » « Je prendrai l'acte, » dit Damon en vérifiant le barillet de son revolver. « Mais je pense que je vais garder la fille aussi. J'ai toujours voulu ce que tu avais, mon frère. » Damon se tourna vers la porte. « Fouillez la maison. Vérifiez chaque pièce. » Colt tira sur les cordes, ses veines saillant, mais elles étaient enserrées fort. Il rugit de frustration, une son de pure fureur animale. Il avait amené Laurie ici pour la sauver, et au lieu de cela, il l'avait servi à un monstre. En haut, Laurie entendit les cris. Elle était dans la chambre principale, ses mains tremblant alors qu'elle chargeait un fusil Winchester qu'elle avait pris dans l'armoire. C'était lourd, bien plus lourd qu'elle ne l'avait prévu. Elle entendit des pas lourds dans l'escalier. Ils arrivaient. Elle souffla la bougie près du lit. Elle alla vers l'armoire, ouvrant la porte et entrant à l'intérieur, la laissant entr'ouverte d'un pouce. C'était une cachette cliché. Elle le savait. Mais elle ne se cachait pas. Elle attendait. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. « Ici, petit chat. » Une voix rauque appela. C'était l'un des hommes armés. Il entra dans la pièce, son fusil levé. Il se dirigea vers le lit, poignardant la couette avec sa baïonnette, s'attendant à une femme recroquevillée. « Vide !» grogna-t-il. Il se tourna vers l'armoire. Laurie retint son souffle. Elle leva la Winchester. Elle n'avait jamais tiré avec une arme de sa vie. Colt lui avait montré comment en tenir une fois, en plaisantant sur la piste. Crosse à l'épaule, joue contre le bois. Presse. Ne tire pas d'un coup sec. L'homme armé tendit la main vers la poignée de l'armoire. Laurie ouvrit la porte d'un coup de pied. Le bois percuta le visage de l'homme, le faisant chanceler. Avant qu'il ne puisse récupérer, elle enfonça le canon du fusil dans sa poitrine et appuya sur la gâchette. Le recul faillit lui disloquer l'épaule. Le rugissement fut assourdissant dans l'espace clos. L'homme vola en arrière, s'écrasant contre une coiffeuse, brisant le miroir. Laurie n'attendit pas de voir s'il était mort. Elle actionna le levier, éjectant la douille comme elle avait vu Colt le faire. Elle courut dans le couloir. En bas, elle entendit Colt crier son nom. « J'arrive, Colt !» hurla-t-elle. Elle connaissait le passage de service. Elle se glissa derrière une tapisserie et dans l'obscurité étroite des murs. Elle se déplaça rapidement, le bois brut accrochant sa robe de soie. Elle émergea au rez-de-chaussée, juste derrière la bibliothèque. Elle pouvait entendre Damon parler. Elle se défend. Damon rit. « J'aime ça. Ça rend les choses plus amusantes. » Laurie regarda par une fente dans l'encadrement de la porte. Damon se tenait dos à elle. Un autre homme armé gardait Colt. Elle avait une balle restante dans le fusil avant de devoir recharger et ses mains tremblaient trop pour ça. Elle devait faire en sorte que ça compte. Mais alors elle vit autre chose. Sur le mur au-dessus de la cheminée, directement devant Colt, mais derrière Damon, se trouvait un énorme trophée de chasse, une tête de bison. Elle était retenue par un fil épais. Laurie regarda Colt. Il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il resta silencieux. Laurie ne visa pas Damon. Elle visa le fil retenant la tête de bison. C'était un tir sur 1 million. Un tir pour un tireur d'élite, pas une institutrice. Elle prit une inspiration. Elle pensa à la poussière du saloon de Gentry. Elle pensa à l'air de la montagne. Elle pensa à l'homme qui la regardait non pas comme une dette, mais comme une personne. Presse. Le fusil tonna. Le fil cassa avec un tintement musical. L'énorme tête de bison empaillée, pesant plus de 50 kilos, s'écrasa. Elle ne frappa pas Damon directement, mais elle percuta la table à côté de lui, envoyant des débris volés et le jetant au sol. Le chaos soudain distraya le garde. Colt ne perdit pas une seconde.
Il jeta son poids en arrière, renversant la chaise et écrasant le pied du garde. Alors que l'homme hurlait, Colt lui donna un coup de tête, brisant le nez de l'homme. Laurie fit irruption dans la pièce. Elle n'avait pas le temps de recharger. Elle balança le fusil comme une massue, frappant Damon alors qu'il essayait de se relever. Il s'effondra au sol, inconscient. Le silence tomba sur la bibliothèque, brisé seulement par leur respiration lourde. Colt la regarda depuis le sol, toujours attachée à la chaise, du sang dans les yeux. Laurie se tenait au-dessus de lui, sa robe déchirée, de la poudre à canon sur la joue, tenant un fusil fumant. Elle se précipita vers lui, lâchant l'arme et prenant un couteau sur le bureau pour couper ses liens. « Tu es !» râla Colt alors que les cordes tombaient, la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. Laurie ne sourit pas. Elle attrapa son visage et l'embrassa fort, goûtant le sang et le whisky. « Nous n'avons pas fini. Il y en a deux autres. » L'effet de surprise était passé. Les deux hommes armés restants, celui du hall et celui que Laurie avait tiré en haut qui était blessé mais vivant, se regroupaient. Colt récupéra son revolver. Il vérifia les munitions. 3 restantes. « Ils vont essayer de nous brûler, » dit Colt sombrement. Damon est instable, mais ces hommes sont des professionnels. S'ils ne peuvent pas prendre la maison, ils détruiront les preuves. La tempête est trop forte, dit Laurie. Le feu ne prendra pas à l'extérieur. Ils le déclencheront à l'intérieur, dit Colt. Nous devons les chasser dans le froid. Comment? Colt regarda le manteau d'ours accroché près de la porte, celui qu'il lui avait donné sur la piste. En devenant le monstre qu'il pense que je suis. Il se tourna vers Laurie. Va aux écuries, scelle les talons noirs et la jument. Si ça tourne mal, tu pars. Tu ne regardes pas en arrière. Tu chevauches jusqu'à ce que le cheval meure. Ensuite, tu marches. Je ne te laisse pas, argumenta Laurie. Laurie, s'il te plaît. La voix de Colt se brisa. J'ai perdu une femme à cause de cette vie. Si je te perds, je n'y survivrai pas. Pas cette fois. Laurie le regarda, voyant la peur brute dans ses yeux. Ce n'était pas la peur de la mort. C'était la peur de la perte. Elle hocha la tête, attrapant son manteau. 10 minutes. Si tu n'es pas là, je reviens avec une fourche. Elle se glissa par la porte latérale dans le blizzard. Le vent était féroce, piquant son visage comme des aiguilles. Elle se battit pour atteindre les écuries, la neige jusqu'aux genoux. À l'intérieur du manoir, Colt bougeait comme un fantôme. Il n'alluma pas de lampe. Il utilisa l'obscurité. Il connaissait chaque craquement du plancher. Il trouva l'homme armé blessé boitant près de la cuisine. Colt n'utilisa pas son arme. Il sortit de l'ombre, un couteau à la main. Ce fut fini en quelques secondes. Silencieux, brutal. Il en restait un, plus Damon, qui commençait à bouger dans la bibliothèque. Colt se dirigea vers le hall principal. Le dernier homme armé était nerveux, tirant aveuglément dans l'ombre. « Montre-toi, Mercer !» hurla l'homme. « Tu es dans mon monde maintenant. » La voix de Colt résonna de partout et de nulle part. Colt jeta un vase à travers la pièce. L'homme se retourna et tira. Colt sortit du côté opposé et tira une seule balle. L'homme tomba. Colt se précipita vers la bibliothèque. Damon avait disparu. Une brise froide balaya le hall. La porte d'entrée était grande ouverte. Colt courut sur le porche. À travers la neige tourbillonnante, il vit une silhouette traîner quelque chose vers le bord de la falaise de la propriété. C'était Damon et il avait Sarah, la servante. Il avait un pistolet pressé sur sa tête. « Sors, mon frère !» hurla Damon par-dessus le vent. « Ou la fille vole !» Colt s'avança dans la neige. Le vent fouettait ses cheveux. Il braqua son arme sur Damon. « Laisse-la partir, Damon. C'est fini. »« Ce n'est jamais fini !» hurla Damon. Il avait l'air dérangé, son visage enflé par le coup de Laurie. « Tu as tout pris. L'argent, le nom. Tu as même pris la supériorité morale. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu as construit un château. Tu es juste un voyou en costume. »« Peut-être, » dit Colt en s'approchant, « mais je suis un voyou qui protège les siens. » « Lâche l'arme. » Damon hurla, pressant le canon contre la tempe de Sarah. Sarah sanglotait, ses genoux flanchants. Colt hésita. La distance était trop grande pour un tir net avec ce vent. S'il manquait, Sarah mourrait. Soudain, une forme émergea de la neige derrière Damon. Ce n'était pas un homme, c'était un cheval. Laurie montait l'étalon noir, chargeant à travers la congère. Elle ne fuyait pas. Elle contournait. Damon entendit les bruits de sabots et se retourna. « Qu'est-ce que... » Laurie ne s'arrêta pas. Elle poussa l'énorme cheval en avant.
L'étalon, entraîné pour la guerre par Colt, percuta Damon avec la force d'un train de marchandises. Damon fut projeté, l'arme glissant loin dans la neige. Sarah s'éloigna en rampant vers la maison. Damon roula jusqu'au bord de la falaise. Il griffa la glace pour essayer de se lever, mais sa jambe était cassée. Il leva les yeux. Colt se tenait au-dessus de lui. Laurie arrêta le cheval, respirant fort, regardant les frères. « Aide-moi » supplia Damon en tendant la main. « Colt, mon frère, ne me laisse pas tomber. » Colt regarda la main. Il se souvint avoir joué avec Damon enfant. Il se souvint de la trahison. Il se souvint de l'arme sur la tête de Sarah. Colt rengaina son arme. Il se pencha et attrapa le poignet de Damon. « Je te tiens » grogna Colt en le tirant du bord. Les yeux de Damon s'écarquillèrent de surprise. Il ne s'était pas attendu à la pitié. Colt le tira en sécurité, puis le frappa immédiatement à la mâchoire, l'assommant net. « Ça, » dit Colt en secouant sa main, « c'est pour le tapis. » Il leva les yeux vers Laurie, qui était assise sur le cheval de guerre comme une valkyrie dans la neige. « Tu n'es pas parti, dit-il. »« Je te l'ai dit, » cria-t-elle par-dessus le vent. « Je ne suis pas une transaction. Je suis ta femme. » Colt sourit. C'était un vrai sourire atteignant ses yeux, faisant fondre la glace autour de son cœur. Le dégel arriva lentement sur les hauts sommets. Mais quand il arriva enfin, c'était comme si la montagne elle-même exhalait un souffle qu'elle avait retenu tout l'hiver. Fin avril, les congères blanches aveuglantes qui les avaient emprisonnés avaient reculé, remplacées par l'ambition rugissante de la fonte des neiges alimentant les ruisseaux. La vallée, autrefois une forteresse de glace, s'était transformée en un bol vibrant de vert émeraude, tacheté du violet et de l'or des fleurs sauvages alpines poussant à travers la terre dégelée. Le domaine Mercer avait subi une transformation similaire. Les lourds rideaux de velours que Colt avait gardés tirés pendant des années pour préserver son intimité et sa tristesse étaient maintenant grands ouverts. La lumière du soleil inondait les couloirs en acajou, chassant les ombres qui persistaient depuis la mort d'Elena. Le silence du musée avait disparu, remplacé par l'agitation rythmique de la vie, le cliquetis de l'argenterie, l'odeur du levain frais montant de la cuisine et le son distinct du rire. Colt Mercer se tenait sur le balcon du 2e étage, une tasse de café noir à la main. Il regardait son domaine. C'était un homme changé. La barbe était taillée de près maintenant, révélant la mâchoire forte d'un homme qui ne ressentait plus le besoin de cacher son visage au monde. Cela avait été 3 mois éprouvants. Le procès de Damon Mercer avait forcé Colt à descendre de sa montagne et à entrer dans l'œil du public. Il avait témoigné dans une salle d'audience bondée de Denver, dévoilant les péchés de sa famille pour s'assurer que son frère ne blesserait plus jamais personne. Damon pourrissait maintenant dans un pénitencier fédéral du Colorado, et le fantôme de l'ermite fou avait été exorcisé. Le monde savait maintenant que le reclus robuste était en fait l'architecte du consortium ferroviaire et minier Mercer. Mais en regardant la vallée, Colt ne se souciait pas des gros titres ou des cours de la bourse. Ses yeux gris acier étaient fixés sur une silhouette dans le jardin en contrebas. Laurie était à genoux dans la terre. Elle ne portait pas les soies ou les satins dont il avait rempli l'armoire. Au lieu de cela, elle portait une simple robe en calicot, les manches retroussées jusqu'au coude, et une paire de ses vieux gants de travail en cuir trop grands. Elle plantait des rosiers contre la pierre de rivière brute des fondations du manoir, réclamant la terre sauvage. Elle s'arrêta, essuyant une tache de terre de sa joue avec le dos de son poignet, et leva les yeux. Quand elle le vit regarder, son visage s'illumina d'un sourire radieux qui frappa Colt plus fort qu'aucune balle ne le pourrait. Elle fit un signe de la main, un geste simple, sans prétention, qui l'ancra à la terre. Colt posa son café. Il vérifia la poche de son gilet pour s'assurer que le document plié était toujours là. Il semblait lourd contre ses côtes, un poids dont il avait besoin de se décharger. Il descendit le grand escalier et sortit dans le jardin. L'air était vif, sentant la résine de pin et la terre humide. Alors qu'il approchait, Laurie se leva, brossant la terre de son tablier. « Vous êtes levé tôt, dit-elle, les yeux pétillants. Je pensais que le roi du rail faisait la grasse matinée le dimanche. »« Les rails ne dorment jamais, Laurie, répondit-il doucement, bien qu'il n'y ait pas de mordant dans son ton. Il tendit la main, prenant sa main gantée dans la sienne. Et un homme avec une conscience non plus. Le sourire de Laurie s'estompa légèrement, remplacé par un regard inquiet. « Est-ce que Domon? Y a-t-il des nouvelles? »« Non, Domon est parti, » l'assura Colt.
C'est à propos de nous. Il fouilla dans son gilet et sortit l'épaisse enveloppe couleur crème. Il la lui tendit, sa main tremblant juste un peu. Un tremblement de vulnérabilité que seule elle était autorisée à voir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Laurie en retirant ses gants sales. « Lis-le, dit Colt. » Laurie prit l'enveloppe et en sortit le document. C'était un contrat juridique dense estampillé du sceau officiel du territoire. Elle scanna le jargon juridique, son front se plissant en passant le sens de copropriété. Partenaires égaux. Part de 50%. Elle leva les yeux, écarquillée. Colt, c'est un acte de propriété et un transfert d'action. C'est la moitié. La moitié, dit Colt, la voix chargée d'émotion. La moitié de la maison, la moitié de la terre, la moitié du consortium Mercer. Tout est légalement à toi, avec effet immédiat. Laurie regarda de nouveau le papier, puis lui. « Pourquoi? Je n'ai pas demandé ça. Je sais, » dit Colt en s'approchant. « Mais quand nous avons commencé ça, quand j'ai payé cette dette à Dust Creek, je t'ai enlevé ton libre arbitre. J'ai fait de toi une transaction. Je ne peux pas changer le passé, Laurie, mais je peux assurer ton avenir. Je ne veux pas que tu restes dans cette vallée parce que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Je ne veux pas que tu sois dépendante de ma charité ou de mon humeur. » Il plaça une main sur sa joue, son pouce essuyant la tache de terre. « Si tu restes, je veux que ce soit parce que tu le choisis. Et si jamais tu choisis de partir, je veux que tu partes avec l'empire que tu as aidé à sauver. Tu n'es plus un paiement de dette, Laurie. Tu es une partenaire. » Laurie regarda de nouveau le document. Il représentait des millions de dollars. C'était la liberté. C'était de la sécurité. C'était le genre de pouvoir pour lequel des hommes comme Gentry et Damon avaient tué. Lentement, délibérément, elle prit le papier épais à deux mains. Le son du déchirement fut étonnamment fort dans le jardin calme. La mâchoire de Colt tomba alors que Laurie déchirait le document légal en deux. Elle mit les moitiés ensemble et les déchira encore, réduisant la fortune en confetti. Laurie, elle était Colt. C'était une preuve irréfutable de propriété. C'était ton filet de sécurité. « Je n'ai pas besoin de filet de sécurité, » dit-elle en laissant les morceaux volter dans la terre sombre des rosiers. « Et je n'ai pas besoin d'un contrat pour connaître ma valeur, Colt. Tu n'as pas acheté une partenaire aujourd'hui, tu en as gagné une. » Elle enjamba le papier déchiré, fermant la distance entre eux. Elle plaça ses mains sur les revers de sa veste, levant les yeux vers son visage stupéfait. « Tu m'as acheté pour 5 000 $, tu te souviens? » chuchota-t-elle, un feu espiègle dans les yeux. « Tu as dit que c'était une transaction. Eh bien, Monsieur Mercer, je dirais que c'était le meilleur investissement que vous ayez jamais fait. » Colt la fixa, le choc fondant en une adoration profonde et accablante. Il rit, un son profond et grondant qui résonna sur les parois du canyon. Le seul investissement qui comptait, convint-il. Il la tira dans ses bras, l'embrassant profondément. Ce n'était pas le baiser désespéré du blizzard, ni le baiser en colère de la bibliothèque. C'était un baiser de promesses. Autour d'eux, le vent bruissait dans les pins, portant l'odeur du printemps. Il n'y avait pas de fantôme dans le jardin aujourd'hui. Pas d'ombre d'Helena, pas de spectre de Gentry. Juste l'homme des montagnes et la femme qui l'avait apprivoisé. Laurie se recula, à bout de souffle, une lueur malicieuse revenant dans ses yeux. Elle jeta un coup d'œil au papier déchiqueté, puis au manoir qui se dressait au-dessus d'eux. Ce n'était plus une forteresse, mais un quartier général. « Alors, dit-elle en ajustant son col, puisque nous sommes partenaires, même sans la paperasse, j'ai quelques idées sur les plans d'expansion que tu as laissés sur ton bureau. » Colt grogna joyeusement, posant son front contre le sien. « Peut-on juste profiter du romantisme du moment pendant 5 minutes avant de parler logistique? » « Non. » Laurie sourit, prenant sa main et le ramenant vers la maison. La ligne de Santa Fe ne va pas se construire toute seule, et ses contrats d'approvisionnement sont un désordre. Le monde attend, M. Mercer, et nous avons un empire à gérer. Colt se laissa guider, la regardant avec un sentiment d'émerveillement. Il avait amené un agneau à l'abattoir, et elle s'était révélée être une lionne. Il leva les yeux vers les pics déchiquetés des tétons entourant sa maison. Pendant des années, ils avaient ressemblé à des murs de prison conçus pour garder les gens dehors. Maintenant, baigné dans la lumière du matin, il ressemblait au rempart d'un château. Et pour la première fois de sa vie, Colt Mercer était vraiment chez lui.
L'histoire de Laurie et Colt n'était pas seulement une romance, c'était une révolution. Ils ont prouvé que la valeur n'est pas déterminée par la saleté sur vos bottes ou le solde de votre compte bancaire, mais par le feu dans votre esprit. La ville de Dust Creek finit par s'effacer pour devenir une ville fantôme. Mais l'héritage Mercer perdura. Ils construisirent des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques à travers l'Ouest, toujours sous la bannière de la marque M. On dit que si vous écoutez attentivement le vent dans les tétons, vous pouvez encore entendre l'écho des sabots de l'étalon noir et le rire de l'institutrice qui a appris à l'homme des montagnes comment aimer. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouveaux contes dramatiques chaque semaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour peut être trouvé dans les endroits les plus sauvages. Que feriez-vous si vous étiez Laurie?